Salut mon pote, aujourd'hui on parle des fonctions Generator en JavaScript. Alors si tu as envie de les prendre en main et de savoir ce qu'elles pourraient te permettre de faire, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que notre mentor du jour va tout expliquer. Roulez! Si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Tonigo et je te souhaite la bienvenue dans Let Me Hack Better. Le concept c'est que je vais recevoir un expert qui va devenir mon mentor et donc ton mentor le temps d'une session de pair programming. Notre mentor du jour c'est Thomas Gentilhomme. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, il est vachement actif sur LinkedIn. C'est un expert Node.js, il est aussi membre du Working Group Security de Node.js. Attention, on peut dire que Thomas il est tombé dans la marmite quand il était petit et il nous a préparé un workshop vénère que je vais devoir réaliser en live devant vous. Salut à tous, du coup bienvenue Thomas pour cette séance dédiée au générateur. Avant du coup d'aborder le sujet, je voulais te remercier du coup d'être là, de prendre de ton temps et savoir si tu pouvais te présenter en quelques mots. Écoute, moi c'est Thomas, j'ai 26 ans, je suis un indépendant depuis quelques années. Je me considère moi-même comme un expert Node.js. Pas mal de monde me connaît un petit peu à droite à gauche en fonction des projets, mais voilà, donc je suis fondateur et mentor de S-Community, qui est une communauté francophone JavaScript et Node.js sur Discord. Je suis mainteneur d'une solution open source qui s'appelle Slim.io, qui est un assez gros projet que je travaille depuis quelques années, et je suis depuis très peu, voilà, devenu collaborateur Node.js au niveau du Security Working Group, donc c'est très récent ça. Cool. Et voilà, pas mal de gens qui me suivent sur LinkedIn aussi, je suis très actif sur LinkedIn, et donc il y a pas mal de gens qui me connaissent de là. Ouais, voilà, en gros c'est déjà pas mal résumé. Yes, moi ce que je peux dire c'est que je peux expliquer comment on s'est rencontrés justement via LinkedIn, où tu étais assez actif, c'est vrai. Ouais. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un jour Thomas a annoncé qu'il allait sûrement intégrer du coup le groupe de sécurité de Node, et moi j'étais assez admiratif. Je lui ai dit franchement c'est cool et tout, moi aussi j'aimerais bien trouver un projet open source dans lequel je puisse m'investir et vraiment sur le long terme et tout. Il m'a dit attends, bouge pas, j'ai un ticket. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer sur N-Secure, et puis on a échangé au cours des derniers mois, et aujourd'hui on vous propose cette petite vidéo qui j'espère vous plaira. Je te propose d'aller dans le vif du sujet. Yep. On va passer directement au niveau de l'introduction à Dex.js, je te propose. Ok. Donc l'objectif, pour expliquer un petit peu, donc justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être, on va découvrir les fonctions, donc les fonctions générateur en anglais. Et donc cette petite page va nous permettre, donc tu vas devoir compléter des assertions, donc je vais expliquer et puis on va voir les choses au fur et à mesure ensemble. Okay. Donc déjà peut-être pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient jamais vu encore le principe, qu'est-ce qu'une fonction générateur? C'est une fonction, donc on voit, il y a le petit symbole étoile qui va vraiment définir que notre fonction c'est un générateur. Donc ce symbole étoile, en fait, on peut le remplacer pratiquement par générateur, le mot-clé générateur. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va définir que notre fonction est un générateur. Et à l'intérieur, on va avoir un mot-clé qui est yield. Ce mot-clé va nous permettre en fait de mettre en pause et résumer la fonction à volonté. Parce que le principe du générateur, ça va être vraiment d'avoir une fonction qu'on va pouvoir mettre en pause à tout moment, à volonté, à contrario d'une fonction classique en JavaScript qui va s'exécuter entièrement sans qu'on ait de contrôle dessus. C'est-à-dire que je ne parle pas d'une fonction async, bien évidemment, mais une fonction normale en JavaScript, elle est complètement synchrone, elle s'exécutera d'une seule traite en bloquant probablement le level loop sur Node.js, etc. À la différence donc justement de ces fonctions générateurs où le développeur va avoir le contrôle de mettre en pause à tout moment la fonction, ce qu'on verra donc à travers des workshops que tu vas effectuer. On verra les différents cas d'usage et quels sont les avantages donc de cette approche où on va pouvoir mettre en pause la fonction. Donc là, on voit que qu'est-ce que va faire la première ligne, donc ligne 5, on va avoir yield 1. Ce que va faire donc le yield, c'est qu'il va mettre en pause la fonction et retourner 1. Okay. Une fois qu'on va résumer la fonction, donc c'est au développeur de contrôler donc ce que fait la fonction.
On va donc passer à la prochaine ligne, donc yield hello, donc on met en pause encore une fois, on retourne hello, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir avec les fonctions générateurs et qu'on verra aussi à travers de la vidéo à la fin, c'est que les fonctions générateurs, elles ont la possibilité de soit retourner une information, soit d'en consommer une. C'est-à-dire que c'est dans l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on parlera souvent des générateurs en push ou en pull. Yes. Donc là, nous, on va surtout voir au début les générateurs au sens on retourne une donnée. C'est ce que les gens ont plus, en tout cas les gens ont beaucoup plus l'habitude de ça. Et dans le cas contraire, c'est beaucoup plus rare. Okay. Du coup, quand tu dis contrôler la fonction, en fait, c'est, si je suis un peu le code, je suis un peu curieux, c'est le next qu'on va trouver ici, en fait. Exactement. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, ligne 11, on va donc déclarer, on va utiliser donc notre générateur, donc on va la fonction générateur, on va l'initialiser. Et donc, on va avoir, donc, soit on peut l'appeler, donc Rushmeyer l'appelle un objet générateur. Moi, voilà, vous pouvez itérator, j'ai l'habitude d'appeler ça itérator. On va pouvoir donc contrôler et demander avec la fonction next. En tout cas, là, manuellement, on va pouvoir le faire manuellement, d'enclencher à chaque fois et de résumer notre fonction. Okay. Donc, toi, ton objectif, ça va être de deviner les valeurs dans les assertions, là, en l'occurrence, voilà. Okay. Je te laisse voilà, deviner. Du coup, j'aurais dit 1. Ouais. Hello. Yep. Et un 2. Et pour la fin, je ne saurais pas te dire si c'est nul ou undefined. Ouais, donc là, effectivement, dans le cas où on a terminé donc d'exploiter toutes les valeurs que notre générateur avait à nous offrir, donc en l'occurrence 1, hello et 2, là, si on réexploite, le next, la value sera égale à undefined. Ce ne sera pas nul, mais ici, ce sera bien égal à undefined. Et ce qu'on ne voit pas là dans ce petit exemple, c'est que la fonction next, elle nous retourne un objet qui va avoir une clé done, qui sera soit true, soit false. Donc là, en l'occurrence, sur la dernière, la clé done, elle est égale à true, voilà, parce que c'est terminé. Et la value, bah, effectivement, puisqu'on n'a plus de value, sera égale à undefined dans ce cas-là. Okay. Donc là j'ai fait un point value, mais on aurait très bien pu faire un point done. Done, exactement. Super. Donc après on passe à la deuxième fonction qui est un peu plus tricky avec donc cette fois-ci on voit qu'il y a une nouvelle spécificité, c'est que on utilise le mot-clé yield star. Donc en fait ça, moi ce que je dis souvent en français, c'est comme ça que je le vulgarise, c'est en gros on passe la main à un nouveau générateur, où on passe la main à un itérateur, à un objet qui va être itéré. Donc là, en l'occurrence, le yield star va nous retourner sur la fonction foo. Okay. Et ça va refaire yield 1, yield hello, yield 2. D'accord. Et donc ça va nous retourner les valeurs une à une, mais vraiment aplaties. C'est-à-dire que n'importe la profondeur, ça n'aura pas d'impact. Et c'est la même chose pour le petit exemple, mais que les gens ont moins l'habitude de faire parce que les gens en fait prennent l'habitude de le faire tout le temps avec des générateurs, mais c'est complètement possible aussi de faire un yield star sur une valeur qui est itérable, donc par exemple un tableau, avec les valeurs 3, 4, ce qui fait que ça va bel et bien nous retourner les valeurs 3, 4. Et on l'aurait fait avec une string, ça nous aurait retourné chaque élément de la string, ou n'importe quoi, tu vois, tout élément qui est itérable, chaque valeur itérable. Donc du coup, ça nous permettrait d'itérer par exemple sur une string avec les next, et jusqu'au done de la fin, quoi. Exactement. Je te laisse après du coup là compléter l'assertion. Du coup, je dirais que ça va être un tableau dans lequel je vais me retrouver avec 1, hello, si je ne me trompe pas sur les valeurs de tout à l'heure, 2, yep. 3 et 4, parce que c'est les deux éléments du tableau. Exactement. Ok. Du coup, il faut peut-être runner le truc à la fin pour... Ouais. Okay. Et donc, comme on peut le voir ici, puisque les gens n'ont pas forcément l'habitude, mais on n'est pas obligé d'itérer à la main avec un next. On va pouvoir utiliser aussi comme on le verra aussi au travers des exercices, des fonctionnalités qui font partie du langage. Par exemple, les for off. Les for off vont prendre une valeur qui est itérable, donc ça marche aussi avec une fonction quand on génère un générateur. Ça va itérer automatiquement pour nous, et on n'a pas potentiellement à se préoccuper de quand la chose va terminer manuellement, etc. Et c'est pareil pour le spread. On voit qu'on spread en fait la fonction bar, donc il va récupérer toutes les valeurs en fait que bar va nous renvoyer. Okay. Tout simplement. Bon, ça c'est des choses un peu instinctives, mais que les gens font par habitude, non pas forcément, mais ne décliquent pas forcément. Okay, d'accord.
Ouais, ça me semble, ouais. C'est vrai qu'en le voyant, j'ai pas forcément tilté, ça semble assez obvious. Ouais, Une fois que tu as vu ça, je sais pas, j'ai l'impression que finalement tu comprends qu'effectivement ça va être une suite de valeurs et donc un tableau quoi. Yep. Je te laisse, je passe à exécuter. Ouais. Du coup, c'était dans introduction, index. Et index, ouais. Boum. Et voilà, bravo, tout a été exécuté, voilà. Super. Nice. Donc on va passer. Bon, la solution c'est la même, hein, pour le coup, tu vois. Pas besoin. Non, c'est bon. Bah, c'est exactement la même chose que tu as fait du coup. Okay. Donc pas nécessaire. Donc on va passer donc au workshop numéro 1. Voilà. Ouais. Là, t'es dessus. Donc que je t'explique un petit peu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir donc tout en haut toute une string. Donc ça va être notre input sur lequel on va travailler. Donc c'est un texte qui est généré avec un truc lorem ipsum. Donc c'est aléatoire. Hein, c'est un truc. J'ai pas écrit ça. Hein, c'est vraiment un truc aléatoire. Et dedans, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir différents entiers. Donc 45, 2000. Etc. Voilà, avec encore 45, 1, 10, 32. On ne se préoccupe pas du point ici, en l'occurrence. Ce qui nous intéresse, c'est simplement voilà, les entiers. Donc, même s'il y a plusieurs chiffres, hein, c'est-à-dire qu'on cherche bien des 2000, pas des 2000, on cherche 2000 en entier. Donc, comme on le voit ici, yes. On veut exécuter notre solution, donc solution que tu vas devoir développer. Et l'objectif, c'est qu'à chaque fois que je fais un next, là justement on voit notre fameux premier chiffre qui est ici dans la string 45 BC et tout à l'heure on en parlait, justement là je console log le next, donc on voit qu'on a bien notre clé done false à chaque fois, done false, et potentiellement si on arrivait à la fin on aurait done true et value undefined quoi. Ok. Et voilà, donc, et en plus en petit bonus une fonction bon un peu bidon qui était offerte qui est isNumber, qui te permet de savoir si un caractère donné est un number ou pas avec une regex toute simple. Okay. Moi, je te laisse un peu débuter ce. Ouais. Du coup, exercice input, ça va être input. Yep. Je me suis dit donc là, il aurait fallu itérer sur la string. Yep. Et dès que je commence à trouver un nombre, je mets ça dans une variable jusqu'à ce que je n'en croise plus. Et dès que je n'en croise plus, je pousse cette valeur dans un yield. Yep. Ouais, vas-y, essaye déjà, commence déjà par essayer d'écrire un début. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé d'un truc avec le fait d'avoir un iterable sur une string. Je sais pas si c'est trop tôt pour l'utiliser ou pas. Ouais, c'est un peu trop tôt, je pense. Okay. Il vaut mieux. Et du coup, je vais faire un for ou un while. Yep. Je sais pas trop. Non, un for plutôt, un for. Ça me semble. Ça te semble un peu mieux. Moi, j'ai toujours une tendance de toute façon à utiliser un maximum des for off par question de simplicité. Const char off input. Et du coup là, je vais checker est-ce que c'est un number. Yep. Yes, number. Tac. Yep. Donc si c'est un nombre, du coup je vais vouloir. Alors je dis pas que le code je vais le laisser comme ça, mais j'imagine qu'on va se mettre une variable buffer. Je sais pas. Ouais. Qu'on va mettre à vide au début, j'imagine bien. Et que là, je vais faire un buffer plus égal à char. Je l'aurais pas forcément appelé buffer, je l'aurais peut-être plus appelé current number ou quelque chose comme ça. Parce qu'on gère pas forcément un buffer ici. Ah, ça peut être confusant si on confond avec le buffer, tu veux dire notre JS. Ouais, exactement. Ouais, on peut se dire, il est en train de gérer un buffer et tout, donc c'est pas forcément très clair. Alors que là, effectivement, current number nous donne déjà un peu plus d'informations. Il y a peut-être encore mieux comme nom de variable, mais en tout cas, là, c'est ce qui me vient. Donc je pousse ça, après je pourrais avoir un autre if qui dit que si on ne sait plus un number et que current number a déjà quelque chose, c'est le moment de pousser en gros. Yeah. Donc c'est plutôt un else if, puisque ce serait la résultante de cette condition-là qui serait négative, plus une nouvelle condition qui est current number n'étant pas égal à une string vide quoi. Et à ce moment-là, je peux yield current number.
Voilà, là, en l'occurrence, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement, current number, il faut faire attention à bien le convertir en number JavaScript, puisque là, en l'occurrence, tu as une string. Ah, c'est des numbers. Exactement, ouais. Ok. Donc j'aurais fait un number parseInt de 10. Ok. Ça semble bon. Alors désolé, je mets pas les semi-colonnes à chaque fois. Hein. Ouais, je m'en veux pas. Et surtout, ne pas oublier aussi de redéfinir current number en string vide, quoi, du coup. Ah oui, ouais. Oh là là. Ouais, je la tête. Tac. Et du coup, si on exécute, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir un premier... en tout cas, on devrait avoir les résultats qu'on attend plus bas dans le workshop. Boum. Exactement. Alors, le seul petit défaut de cette façon de faire, c'est qu'effectivement, dans le cas où les derniers éléments de notre chaîne de caractères seraient donc un chiffre. Un chiffre. Ah oui, du coup, tu retombes pas. Du coup, current number, on sortirait de la boucle avec un current number qui serait pas traité. Donc, en fait, on doit c'est un peu le problème de cette défaut, ouais, c'est qu'on doit vérifier qu'elle n'est pas différente vide à la fin et refaire encore un yield du coup de notre number, quoi. Okay. Une dernière fois, puisque sinon on récupérerait potentiellement pas le résultat qu'on veut, quoi. Donc là, en l'occurrence, on pourrait directement aller sur solution 1. Bon, là, on voit que la dernière ligne, tu avais encore oublié le parseInt. C'est pas très grave. Clou au pilori. Ok. Mais on peut passer à la solution 1, qui est plus ou moins ce que tu as fait, en fait. Hein, c'est la solution, on va dire, de base. Sauf que, bon, moi, j'ai utilisé number tout court, pas forcément utilisé number parseInt. Ok. C'est pas très c'est un détail, hein, c'est pas très important. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir du coup la solution numéro 2. Ce que j'allais te demander. la solution numéro 2, donc qui est fait complètement, qui est fait d'une manière différente, qui va être en fait, on va donc prendre notre string. C'est ça dont je parlais. Ouais. C'est qu'on va utiliser donc le fameux symbole.iterator qui va nous permettre en fait de récupérer la version itérable de notre string. Donc, en fait, on va pouvoir cette fois-ci en fait faire un point next sur notre string et récupérer char par char au moment où on le veut, quoi. Okay. C'est-à-dire que on va utiliser donc la fonction getNextItem qui va soit nous renvoyer l'item si c'est pas done, soit un symbole qui est EOS qui est end of sequence. Et on va boucler là-dessus de manière jusqu'à ce qu'on arrive à la end of sequence et on va boucler dessus de manière assez élégante. Enfin, je trouve que c'est une solution qui est assez élégante, que je tire des liens que je vous ai, qui seront sûrement sur la vidéo d'Axel Rochemayer, qui a un style vraiment assez cool. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une autre boucle à l'intérieur qui est, si on rencontre une fois un number, en fait, on recherche encore une fois, est-ce que les prochains sont des numbers aussi, jusqu'à ce qu'on ne rencontre plus un number, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on n'a plus un number, c'est bon, en fait, on a notre chiffre qui est complètement constitué et on va pouvoir le retourner, quoi. Ok. Donc, il y a une autre façon de faire. C'est ouf parce qu'en fait, là, tu n'itères plus directement. En fait, tu itères jusqu'à trouver un nombre. Et après, comme tu as ton next, tu sais toujours où tu en es. Donc, si tu refais une boucle, mais tu restes dans la même boucle finalement, puisque c'est. Exactement. C'est ça qui est ouf. Et ça va être juste. C'est notre mental, mais c'est vachement cool parce que tu pars du principe que c'est toi en fait qui va récupérer un à un chaque char et ça t'ouvre dans différentes situations des opportunités assez très 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 intéressantes. Donc après on pourrait justement discuter du cas d'usage qu'on vient de traiter ici là, qui est justement pouvoir rechercher dans une string éventuellement une information qui n'est pas forcément juste un nombre, hein, ça peut être une string, peut-être que vous cherchez au travers d'un fichier de log des erreurs, une erreur dans un fichier de log ou quoi que ce soit, quelque chose de très spécifique. Et un des avantages de cette approche-là, c'est que vous n'avez pas à traiter l'intégralité de la string, quoi. C'est un peu pareil que quand on charge un fichier qui va être ultra lourd avec un stream. L'objectif, c'est si le fichier fait 10 gigaoctets, si vous devez tout faire en mémoire et tout d'un coup,
ça va coûter pompon, quoi, en termes de mémoire, en termes de processus aussi. Donc là, l'objectif, ça va être de traiter au fur et à mesure, et peut-être que dans votre string, finalement, l'information que vous recherchiez, et ben en fait, elle était au tout début. Donc si elle est au tout début, vous dites j'ai trouvé, j'arrête tout. Et à contrario d'un code qu'on aurait eu peut-être l'habitude de faire, c'est de tout traiter, même si la string fait 20 000 km, alors que peut-être l'information qu'on recherchait était au tout début, quoi. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir fait 99% de boulot, allouer des informations en mémoire, etc., qui n'auront servi à strictement rien. Et c'est dans ces cas-là que, effectivement, les générateurs vont être un outil assez formidable, quoi. Ok, intéressant. Donc on va passer, je te propose qu'on passe au workshop numéro 2. Yes. Donc là, on va découvrir donc une nouvelle facette de notre générateur. Donc là, on a un workshop input, donc comme on peut le voir avec une structure récursive, donc une structure qui possède une propriété name, puis à chaque fois contient des items. Item qui va re-recurse sur, c'est la même information, un name, items, etc., etc. Et l'objectif, on le voit tout à la fin, ligne 34, ça va être de récupérer en fait toutes les clés avec notre fameuse fonction solution, en tout cas avec la solution, quoi. Okay. Donc là, on va devoir faire une fonction récursive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas inventer une autre fonction, on veut faire du récursif avec un générateur et sur solution. Donc je te laisse un peu voir est-ce que tu as des pistes. Donc là, l'objectif, ça va être d'utiliser donc notre fameux yield star qu'on avait vu comme dans l'introduction. En fait, je dirais que déjà, quand tu récupères ton item, il a forcément un name. Donc tu peux faire un yield de item.name. Exactement. Et ensuite, tu as aussi des items. Et à ce moment-là, tu peux faire un yield étoile de solution, donc ta fonction générateur, où tu vas lui passer item.items. J'aurais dit que c'est un truc un peu comme ça. Là, en l'occurrence, tu vas devoir itérer sur les items, puisque la solution prend un item. Ah oui. Puisque là, tu lui passes un tableau, effectivement. Tu lui passes un tableau, donc ça va... non, tu lui passes directement... ouais. Et du coup, il faut que tu itères sur les items. Attends, je crois que je capte pas. Là, j'ai items, c'est un tableau, donc il faut d'abord que j'itère sur les items avant. Ouais. Ok. Donc du coup, je vais faire un for off encore. Ouais. Je vais faire un for de, je sais pas moi, comment on peut l'appeler, nested. Item. Off item. Point items. Exactement. Voilà. T'oublies pas le const par contre au début. Exactement. Tac. Voilà. Et là dedans je vais mettre solution de nested item. Exactement. Et donc là, si tu exécutes, si on n'a pas fait de bêtises encore une fois, on devrait avoir... Nous arriver, on n'est jamais à l'abri. Et voilà, on a bien notre résultat. Et donc là, on voit aussi la puissance des générateurs pour aller faire du récursif, en tout cas sur ces cas d'usage-là, où on va pouvoir très simplement en fait récupérer donc tous nos noms d'items de manière récursive avec un code qui sera relativement ultra simple, puisque dans une solution classique, là où est le problème, c'est qu'on aurait dû se faire chier à reconcaténer à la main les tableaux avec les résultats un à un dedans, etc., ce qui nous aurait donné une solution qu'aurait jamais tenu en si peu de lignes, et qui probablement, en fonction de ce que vous voulez faire, puisque là le cas d'usage est ultra simple pour la vidéo, mais dans un cas réel, qui va vous amener à construire toute une usine à gaz alors qu'il n'aurait pas été nécessaire. Et donc sur ce workshop, si ça intéresse les gens, donc normalement dans les liens, en fait, toi tu donneras un TP qui est en lien aussi un peu avec ça, que moi j'ai construit, qui est beaucoup plus velu. Il y a plus de challenge, parce que là, c'était relativement simple, justement pour découvrir cette facette récursive des générateurs qui est super intéressante. Et pour la petite histoire, ça c'est quelque chose que j'ai créé, en tout cas le TP que j'ai créé à partir d'un vrai cas de production qui s'est réellement... Donc bien évidemment j'ai changé les exemples, j'ai un peu simplifié le TP aussi, parce que j'allais pas reprendre les éléments de mon client
tu vois, peut-être qu'il l'avait construit lui, c'était des infos privées, etc. Donc j'ai mis voilà, des trucs un peu bidons à l'intérieur. Mais où eux, ils ont galéré pendant 2 ou 3 jours. En fait, ils étaient bloqués, ils n'arrivaient pas à trouver de solution parce que les codes qu'ils construisaient étaient ultra complexes. Et moi, je suis arrivé et en 30 minutes, je leur ai pondu une solution avec des générateurs. Donc, n'avaient jamais découvert les générateurs jusque-là. C'était encore nouveau pour eux. C'était il y a peut-être 2 ans, tu vois, pour te dire. Donc, c'était encore plus frais qu'aujourd'hui, quoi. Okay. Et ils étaient juste en mode... Waouh, putain, c'est super puissant. Donc j'avais résolu tous leurs problématiques qui étaient relativement compréhensibles, même pour eux, tu vois, qui découvraient les générateurs. Et ça a été la révélation, quoi, de se dire, ah putain, avec les générateurs, cet outil qu'on n'avait pas encore découvert, en fait, on a réussi à résoudre un problème, tu vois, qui nous avait cassé la tête jusque-là. Donc voilà, un outil vraiment incroyable et donc ce cas d'usage qui est répété dans mon TP, qui est assez intéressant à découvrir. Et que j'invite les gens à aller faire si vraiment ils veulent approfondir le sujet. Yes, petite question un peu bête. Yep. Si là, pour faire du récursif comme ça, avec une boucle un peu plus traditionnelle, dans l'idée on n'a pas forcément envie d'arrêter le process à un moment, est-ce qu'il y aura un gain en perf pur? C'est-à-dire au niveau du temps que ça prend, etc. Même si je sais que pour des boucles ça reste sûrement très négligeable, est-ce qu'il y a un gain? Non, généralement il n'y a pas, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément un gain incroyable. Il y a toujours enfin, en tout cas au travers des générateurs, on perd toujours un petit peu de perf, mais enfin c'est inhumain, hein, ça à une échelle qui n'est pas forcément perceptible pour nous. Mais ça coûtera toujours un petit peu plus le fait de mettre en pause, résumer, etc. Enfin tout ce que enfin, tous les avantages que va t'apporter aussi cette fonction de générateur. Là où ça peut être un gain, c'est que quand tu ne fais pas une fonction de générateur, par exemple dans ce cas récursif, si tu commences à concaténer des choses toi-même, éventuellement tu peux très vite venir à faire une erreur, tu vois, mal concaténer, puis tu vas cloner quelque chose, puis ça va te coûter bonbon, tu vois, en termes de perf. Là où effectivement dans un générateur, puisque tu retournes, tout est linéaire, donc là on voit n'importe soit la profondeur de notre générateur, l'item.name en fait à la fin nous est retourné comme s'il n'y avait aucune profondeur. C'était flat, quoi. Exactement, comme si c'était complètement flat. Donc, je dirais que finalement, en fait, avec tous les avantages que ça apporte, généralement, la perte de performance est dans ce cas précis, pas forcément. D'accord. Elle rentre pas forcément en ligne de compte, quoi. En tout cas, même moi qui recherche constamment la performance, quelque chose que j'ai pas spécialement subi ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Alors, si je résume ce qu'on a appris, une fonction générateur, c'est une fonction dont je vais pouvoir stopper l'exécution et relancer l'exécution quand j'en ai envie. Pour ce faire, on utilise le mot-clé yield qui nous permet aussi de retourner de la data. On verra dans le prochain épisode que ça peut nous permettre de faire autre chose. Du coup, si on itère sur une string ou sur un tableau, on va être capable d'itérer avec à coup de next et s'arrêter quand on aura envie. Si au bout de 4 ou 5 itérations, on a fini le travail qu'on devait faire, et ben on peut s'arrêter. Ce qui est bien avec les itérateurs, c'est qu'on n'est pas obligé quand on parcourt une string ou un tableau d'aller jusqu'au bout. On sera capable de s'arrêter une fois que le travail est fini. Si de ton côté tu as des questions sur ce que tu as vu ou entendu, alors n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Et si tu as appris ne serait-ce qu'un truc, je t'invite à mettre un petit pouce bleu pour donner un peu de force à la chaîne. Si tu veux être au courant quand la deuxième partie de cette vidéo va sortir, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche. La semaine prochaine, on finira les 2 exercices du workshop. Je peux te dire qu'ils sont plus corsés que ceux qu'on a vus jusque-là. Et puis on fera un petit résumé de tout ce qu'on a appris. Allez, à la semaine prochaine. Love. Bisous.